Au nom de l'association Bol d'Or, qui m'a fait l'honneur de me désigner comme modérateur de ce débat, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et en son nom vous remercier. Bon, le président est à mes côtés, il s'acquittera de cette dette, mais j'aimerais aussi le faire à ma manière. Donc, merci d'avoir répondu présent à leur appel et remercier Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye d'avoir accepté de faire le discours inaugural pour cet après-midi d'échange autour d'un sujet d'enjeu majeur, parce que c'est un sujet quand même dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important par rapport à l'avenir du Sénégal. Les questions économiques nous semblent assez éludées. Aujourd'hui, si on parcourt la toile et quand on fait un petit peu de veille médiatique, les principaux sujets qui sont traités ont trait à la politique. Et de quelle politique s'agit-il d'ailleurs? Ça mérite une question. Donc, pour dire que le choix du sujet cadre bien avec aussi le profil du conférencier, parce que M. Abdoul Mbaye, nonobstant qu'il fut Premier ministre du gouvernement de la première alternance, est un banquier de son État. Donc, les questions économiques, je pense qu'il doit pouvoir être à l'aise, parce que vous avez commencé à la Banque centrale, je pense. Donc, la BCEAO, ensuite BHS. J'essaie de faire le parcours comme ça de mémoire. BHS, après BIAO, BSD et CBAO à Tidjari Wafa, je pense. Hein. C'est là-bas que vous avez pris votre retraite. Donc, c'est pour dire que je vous ai suivi. Donc voilà, quelqu'un qui a eu toute sa carrière dans l'environnement financier et bancaire, qui, mieux que lui, pourrait traiter avec nous des sujets relatifs à la situation économique. Hormis le fait qu'il soit candidat, qu'il ait son projet politique, donc je ne pense pas que ce soit le lieu ici de faire une propagande, mais l'économie étant ce qu'elle est, je pense que ce n'est pas une science exacte. Il y a différentes écoles, il y a différentes approches. Donc on est là pour écouter son approche, va nous faire le diagnostic, ensuite les recommandations, et ensuite nous procéderons à un échange avec le public. Mais au préalable, je suis entouré de personnes diverses que je voulais vous présenter. Il y a Abdussalam Bamé, qui est le président de l'association Bol d'Or, l'association qui nous reçoit ici, dans cette auguste salle, qui souhaiterait dire un mot à l'endroit du public avant que nous nous attelions dans nos travaux. Monsieur Dramé. Bonjour tout le monde. Nous vous remercions de votre présence pour assister à la conférence qui sera animée par notre éminent compatriote, M. Abdoul Mbaye, qui a eu un parcours très riche. Nous rappelons que l'association Bol d'Or est une association de la loi 1901. Nous avons notre siège au 32 rue Laguardia dans le 18e. Nous faisons appel à toutes les compétences pour organiser de telles conférences ou des débats. Et vous pouvez venir adhérer à l'association. Elle est ouverte à tout le monde. Nous remercions M. Mbaye d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et bonne écoute. Bol d'Or, en fait, entend initier une série de conférences de cet acabit sur des thématiques bien choisies, avec des conférenciers dont la compétence n'est pas à douter, en tout cas pour les sujets que nous retiendrons. Donc, c'est le premier du genre, entendons-le bien, mais il y aura d'autres conférences qui se tiendront et ce sera sans exclusive, pourvu tout simplement que le sujet cadre avec justement le casting, c'est-à-dire
le profil et les compétences de la personne que nous choisirons pour animer ce débat-là. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons donner la parole au conférencier, l'écouter religieusement et ensuite nous échangerons avec lui s'il y a lieu sur des points qui nous paraissent essentiels. Monsieur le conférencier, vous avez la parole. Merci Agibou. Donc dans ma main gauche les micros, dans ma main droite la télécommande et il me faut une troisième main pour faire défiler les pages de... Merci de l'assistance. Alors de temps en temps, on m'a demandé de bien pointer la salle pour faire défiler les slides, donc je ne fusille personne. Restez calme, c'est juste pour faire défiler les slides que vous verrez sur l'écran qui se trouve derrière moi. Alors je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous de votre présence. Je vous adresse des salutations dominicales aux invités qui ont sacrifié leur repos du dimanche, aux membres de l'association Bol d'Or qui organise cet événement, à son président, aux membres de son bureau, à mes compagnons de l'acte également, qui ont été associés évidemment à cette manifestation. Alors consacrer son dimanche à un sujet d'économie pourrait ne pas être a priori reposant. Alors grand merci à vous tous d'être là. Monsieur le modérateur, j'ai noté que vous souhaitiez qu'on reste sur un sujet d'économie, mais l'économie, c'est le résultat de politiques économiques. Les politiques économiques posent évidemment des questions de gouvernance. Et la gouvernance est éminemment politique. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait de temps en temps, et peut-être même souvent, un dérapage de l'économie vers le politique. Situation économique du Sénégal, enjeux et perspectives. C'est en début de semaine, lorsque j'ai commencé à rassembler les éléments qui devaient étayer mon exposé, introduisant les échanges que nous aurons sur cet intéressant sujet, que je me suis rendu compte à quel point ceux qui l'ont choisi m'ont soumis au supplice. En effet, l'analyse économique repose d'abord sur l'étude de statistiques, utilise principalement des statistiques pour justifier, pour expliquer, pour tirer des conclusions, annoncer un ou des futurs possibles. Or, au Sénégal, notre conception de la statistique est devenue très particulière. Et il existe dans notre pays ce que l'on pourrait appeler un nouveau management des statistiques. Tout commence avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, confiée à un personnage important du parti au pouvoir, puis plus tard d'ailleurs, on fera de même avec le ministère de l'économie et des finances qui en assure la tutelle. C'est rompre avec une vieille tradition sénégalaise qui a consisté jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ce que commence le nouveau régime, à ne pas faire de ces postes des postes politiques. Cette agence accueille pourtant des agents assermentés qui s'engagent à ne dire que la vérité. Mais la politisation de l'administration sénégalaise, et en accéléré depuis l'année 2014, n'épargne plus aucun de ces recoins. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous devons faire avec des statistiques mensongères, des statistiques oubliées ou cachées, des statistiques réévaluées. Prenons quelques exemples pour décrire les statistiques mensongères de l'économie sénégalaise, de son agriculture, de son industrie, de son commerce, a longtemps été sa production d'arachide. Cette dernière a été annoncée à 1 400 000 tonnes pour la campagne 2017-2018. Cela correspond à un record absolu jamais atteint par le Sénégal. Mensonge, car un niveau de production
de cette importance ne peut être atteint en raison de plusieurs incohérences. Il équivaudrait à une croissance de 40% en une seule année. Le chiffre de l'année précédente était pourtant également faux. J'en veux pour preuve une déclaration que je vais citer du directeur de la Sonacos qui achète les productions agricoles et qui contredit son propre ministre. C'était en mars 2017. Alors il disait, je le cite, « La Sonacos est dans les dispositions d'acheter près de 200 000 tonnes de graines d'arachide cette année, bien que la production ne soit pas suffisante. » Alors vous vous rendez compte l'écart entre 200 000 tonnes et 1 million de tonnes. Il ajoutait, nous avons l'argent pour en acheter, mais malheureusement, il n'y a pas de graines. On avait pourtant annoncé 1 million de tonnes. Un tel niveau, 1 400 000 tonnes, n'a jamais été atteint au Sénégal lorsque les pluies étaient abondantes, les sols meilleurs, l'encadrement technique du paysan assuré, la commercialisation de la production certaine, les semences certifiées et de bonne qualité, les engrais disponibles en qualité et en temps. Mensonge également révélé par des incohérences, car la capacité théorique des huileries au Sénégal atteint à peine 500 000 tonnes. Capacité théorique. Sans doute moins de 350 000 tonnes en réel. Parce que les achats effectués par les huileries ne dépassent pas 250 000 tonnes. Les crédits nécessaires pour commercialiser ce record de production annoncé à 210 francs le kilo est de 200 milliards minimum, c'est le financier qui parle et qui a financé les campagnes agricoles d'arachide, contre moins de 40 milliards effectivement mis en place. Et les exportations, elles, n'atteignent pas 300 000 tonnes. Et l'économie, c'est également parfois une simple arithmétique. On ne peut donc pas ne pas se poser la question suivante, où passe la production d'arachide du Sénégal de toutes ces dernières années? Autre exemple de statistiques mensongères, le doublement de la production céréalière annoncée au Sénégal. Mais s'il y a doublement de la production céréalière, pourquoi donner l'alerte dès le mois de mars 2018 de la nécessité de lutter contre la famine et l'insécurité alimentaire au Sénégal, action qui a d'ailleurs été engagée depuis le mois de juin. Le mensonge de l'autosuffisance en riz en fin 2017 a été entretenu jusqu'en juin de la même année par des déclarations incroyables du même ministre, qui a dû par contre reconnaître, face au maintien des importations, difficile à cacher, à leur niveau antérieur, que cela ne serait finalement pas possible pour fin 2017. Le président de la République est alors venu à son secours pour affirmer que ce serait pour fin 2018. Bientôt la fin de l'année, nous attendons donc le nouveau démenti et la prochaine année à retenir pour l'autosuffisance en riz. Entre nous, elle est impossible à atteindre. Mais chut, on ne le leur dira pas, choisissons de les laisser s'empêtrer dans leurs mensonges. Des statistiques oubliées ou cachées. Rédigeant précisément une note sur la production rizicole du Sénégal, j'ai interrogé un officier supérieur des douanes. Je ne vais pas donner son nom ni sa qualité parce qu'il risque d'être récompensé par une promotion non méritée en raison de la réponse qu'il m'a donnée. Je l'ai interrogé pour obtenir des statistiques sur les importations de riz par le Sénégal. Quelque chose de normal, de banal. Eh bien, il m'a répondu que pour ce faire, il fallait que j'adresse un courrier au directeur général des douanes qui allait sans doute peut-être me répondre et donner des instructions. Statistiques réévaluées. Il est important de savoir qu'en mai 2018, le Sénégal a procédé à un changement d'année de base de ses comptes nationaux dans le cadre d'un projet intitulé « Projet de rénovation des comptes nationaux ».
La nouvelle année de base est désormais 2014 au lieu de 1999. Cela a permis une hausse du produit intérieur brut de 2014 de 29,4%. Donc, depuis mai 2018, il y a à peu près 30% de richesse pour le Sénégal en plus, avec effet rétroactif à partir de 2014. Nous sommes tous devenus beaucoup plus riches qu'autrefois. Il faut le savoir. Si vos proches demeurés au Sénégal ne l'ont pas ressenti dans leur quotidien, je suis heureux de vous donner cette bonne nouvelle que vous pourrez leur transmettre. Bon, il faut quand même reconnaître qu'un tel exercice existe dans d'autres pays, mais au Sénégal, fort opportunément, et de manière fort importante, puisque le chiffre est de plus 29,4%, tout cela arrive en année préélectorale. Vous voyez, on fait irruption dans le politique sans même l'avoir voulu. Et permet la réduction de la pauvreté au Sénégal grâce à l'augmentation du PIB par habitant, un gain de plusieurs places parmi les pays les plus pauvres du monde, ce qui sera sans doute constaté à la fin de l'année en grande pompe, un déficit budgétaire global par rapport au PIB qui s'améliore, le critère de convergence de l'UMOA va désormais être respecté alors qu'on ne le respectait pas, une dette publique qui autrefois était la plus élevée de l'UMOA après le Togo, désormais elle n'est plus que la plus élevée après le Togo et le Bénin. Le progrès est maigre, vous me direz, mais il reste à prendre. On passe ainsi d'avant-dernier à antépénultième. Enfin, un endettement extérieur qui, par contre, reste le plus élevé de l'UMOA, mais avec une marge libérée pour pouvoir continuer à s'endetter. Certains d'entre vous pensent sans doute que je suis un peu lent à entrer dans le vif du sujet. En fait, on est déjà dans le diagnostic de la situation économique du Sénégal. Nous sommes en effet en présence de la construction d'une économie factice et de statistiques fausses ou révisées pour permettre l'atteinte d'un objectif politique de maintien au pouvoir sans action significative sur la sphère de l'économie réelle qui mériterait le qualificatif d'émergence. Cette économie irréelle et virtuelle est présentée comme en vive croissance d'une part et en croissance saine d'autre part, puisque les critères de convergence, solde budgétaire par rapport au PIB, création d'une marge pour l'endettement global, sont redevenus corrects par l'opération de changement d'année de base du calcul des comptes nationaux. Le troisième critère principal de convergence, qui est le taux d'inflation, est traditionnellement respecté. Cela pourrait d'ailleurs être l'un des signes d'une économie qui n'arrive pas à s'emballer autant qu'on l'aurait souhaité. Mais fort heureusement, l'analyse économique n'est pas uniquement faite de statistiques. Donc Keynes, le grand économiste, lui-même disait « il y a les mensonges, il y a les gros mensonges, puis les statistiques ». Fin de citation. L'analyse économique est aussi faits et constats, études de variation, identification de cohérence. C'est donc cette voie que je vous propose en articulant mon argumentaire autour du plan Sénégal émergent, parce qu'il est le leur, le PSE, et parce que nous n'en contestons ni la vision ni les objectifs. Commençons par rappeler que le PSE a pour ambition de construire un Sénégal émergent au profit des populations sénégalaises. Il retient pour ce faire 3 axes stratégiques visant une transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs de croissance identifiés en 2014, première année du PSE, et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction des investissements.
Cet axe s'inscrit dans une option de développement plus équilibré, de développement des terroirs, de promotion des terroirs et des pôles économiques viables, afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Deuxième axe, une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales, tout en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de territoires viables. Troisième axe, le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Commençons par ce troisième axe. Et retenons d'être brefs car nous ne souhaitons pas être hors sujet, même s'il s'agit de réformes et mesures destinées à créer un cadre propice à la croissance et sans aucun doute indispensable à cette dernière. Il n'y a pas eu consolidation de l'état de droit. Bien au contraire, l'assujettissement d'une partie du pouvoir judiciaire à la volonté du président de la République n'a jamais été aussi fort. Le recul démocratique est patent. La logique consensuelle qui prévalait depuis 1992 au Sénégal a été abandonnée. Les réformes électorales sont décidées sans consultation, créant ainsi une situation de tension dont un pays qui se construit n'a guère besoin. La gouvernance des ressources financières de l'État, des ressources naturelles, est chaque jour émaillée de scandales bien plus gros que ce que nous avons pu connaître jusque-là. Sur un autre plan, le parti au pouvoir a confisqué l'administration. On ne peut plus prétendre à une fonction importante de l'administration, et même à des postes subalternes, si on n'est pas membre de leur parti. Et à la veille des scrutins, on vous rappelle qu'on ne vous demande pas des résultats de performance dans les responsabilités managériales ou administratives qui vous ont été confiées, mais une victoire électorale dans votre fief qui vous assurera par ailleurs l'impunité si vous avez confondu ressources publiques et moyens de campagne. Abordons à présent le second axe, celui de la croissance correspondant à une amélioration significative des conditions de vie des populations. Il y a un tableau numéro 9, dans le rapport du PSE, qui fixe des objectifs à 10 ans. Nous sommes à mi-parcours de cette route vers l'émergence, de cet itinéraire de progrès rapide. Nous les rappelons. Sous le régime de Macky Sall, on annonce que la croissance rapide aurait été enclenchée. Elle est d'ailleurs, il faut le savoir, merveilleusement l'une des plus régulières au monde. Chaque année, le taux de croissance du Sénégal croît. Et elle aurait été de 7,2% en 2017, l'une des plus élevées au monde. Il était important de se retrouver en 2019, un peu avant des élections, dans la fourchette des 7 à 8% de croissance durable. Mais on a vu comment les fausses productions agricoles ont contribué à atteindre cet objectif devenu un objectif politique qui ne correspond pas à une performance économique. Ceci étant précisé, même sous cette hypothèse grotesque de croissance à 7,2%, avant de prendre en compte le changement d'année de base qui est intervenu en mai 2018, je vous le rappelais tout à l'heure, le PIB par habitant en US dollars, l'un des objectifs, le dernier sur ce tableau, n'avait pratiquement pas évolué. Il stagne à environ, il stagnait en tout cas avant la réévaluation, à environ $1000. C'est-à-dire qu'il est resté là. Il y a eu croissance, mais il y a eu aussi croix démographique.
et le PIB converti en dollars n'a pas varié. Par contre, la statistique réévaluée va permettre d'être très proche statistiquement de cet objectif de 1 500 $. Parlons maintenant du premier axe, celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans le slide précédent et qui concerne la transformation structurelle de l'économie. Il est le plus important. Le plus important car l'émergence ou le début d'émergence d'une économie, ce n'est pas un taux de croissance élevé. Et en commettant cette erreur d'appréciation économique, il se trompe de mensonge. L'émergence ou le début d'émergence, c'est le constat d'une transformation structurelle de l'économie réussissant la mutation suivante. Des productions qui gagnent en valeur ajoutée locale, une compétitivité qui s'améliore et s'accélère, des exportations qui se développent, des populations qui sortent progressivement de la pauvreté et du dénuement en termes de services de base, une classe moyenne qui se crée et se renforce régulièrement. Or, face à ce projet, quels sont les constats qui s'imposent? Alors que 70% de la croissance était tirée par les services, on ne voit pas le 7 là malheureusement, elle devait l'être par 4 nouveaux secteurs qui sont l'agriculture et l'agroalimentaire, l'habitat, les mines et le tourisme. La croissance sénégalaise continue cependant d'être tirée par le secteur tertiaire en l'absence d'un début de transformation structurelle de son économie. Ainsi, le maintien du niveau de contribution des secteurs à la formation du PIB du Sénégal est le signe le plus patent de l'échec du projet d'émergence. On a un secteur primaire qui contribue pour environ 17%, un secteur secondaire qui contribue pour environ 23% à la formation du PIB et un secteur tertiaire qui est environ à 60%. Autre constat, la croissance reste essentiellement portée par la consommation et pas assez par l'investissement. Autre signe de chemin d'émergence non emprunté, le pourcentage des exportations dans le PIB reste trop faible et ne parvient pas à décoller. La situation va empirer après la réévaluation récente du PIB, car après cette réévaluation, les exportations représentaient 27,1% du PIB, quand un pays qu'on peut retenir comme un pays comparateur et qui est la Côte d'Ivoire est à 46,6%. Aujourd'hui, le Sénégal ne pourrait plus être qu'aux environs de 20%. Cette absence de dynamisme des exportations sénégalaises est une conséquence de l'échec de la diversification de notre économie et de la non-amélioration en contenu de valeur ajoutée locale de nos productions. 5 produits seulement continuent de représenter 50% de la valeur des exportations du Sénégal. Vous avez dans l'ordre l'or, les produits pétroliers, il s'agit de réexportation d'ailleurs après raffinage, le poisson frais, le ciment, l'acide phosphorique. Une multiplication par 3 des exportations par habitant a été visée, il y a plutôt eu baisse de ces exportations. Francs CFA par habitant à environ 90 000 francs CFA. Autre indicateur, retenu par le PSE comme entrée du Sénégal en émergence, 250 000 emplois formels. On le voit ici, le chiffre n'apparaît pas entièrement. 250 000 emplois qui devaient passer au bout de 10 ans à 600 000 emplois formels. On est encore loin du compte avec 320 000 emplois formels et à des années-lumière des 500 000 emplois par an qui avaient été promis par Macky Sall au cours de sa campagne. Ainsi donc, malgré un taux de croissance de 7,2% en 2017, dont nous avons pu voir qu'il était en partie fabriqué, il n'y a pas début d'émergence au Sénégal. Car l'émergence ne se mesure pas, je le répète, par un taux de croissance. L'émergence s'apprécie par le constat d'une transformation structurelle de l'économie. Le Sénégal n'est pas encore sur cette voie. La phase 1
du PSE, les 5 premières années du PSE, sont donc un échec. La phase 2 du PSE, qui est annoncée, qui est en cours de préparation, ne peut pas en être une continuation. Elle ne pourra qu'être, cette phase 2, un nouveau départ, un recommencement, mais une alternance créant des ruptures multiples en devient une condition sine qua non. Quels sont donc les principaux projets et objectifs du PSE non respectés qui sont à l'origine de l'échec de sa phase 1? Il s'agit en fait de leviers sur lesquels le gouvernement n'a pas agi et n'a pas pu obtenir des résultats qui étaient des conditions pour la réussir. Il y a eu absence de renforcement de capital humain, un niveau très faible d'efficience des dépenses d'éducation malgré leur hausse régulière. Le stock de capital humain du Sénégal est considéré aujourd'hui comme incompatible avec l'émergence. Il se situe loin derrière la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Ghana, etc. Le nombre d'étudiants pour 100 000 habitants est en deçà de la norme UNESCO de 2000. 1000 à peine atteints. Dans les filières scientifiques, moins de 25% contre un objectif de 50% est constaté. La malnutrition chronique reste un vrai problème de santé publique au Sénégal et agit sur la compétitivité. Il n'y a pas eu augmentation de compétitivité. Le critère de productivité totale des facteurs au Sénégal place notre pays derrière la Côte d'Ivoire, derrière le Maroc, très loin derrière la Tunisie et la Malaisie. Et même si une légère amélioration a pu être relevée, cette dernière est considérée trop faible pour susciter une croissance forte et soutenue. Tout cela vient d'être confirmé par le dernier rapport du World Economic Forum. Les contraintes fortes à l'investissement privé n'ont pas été levées. L'énergie est d'un coût élevé et de faible accès. Le paiement des impôts reste d'une grande complexité, la lourdeur du système judiciaire, le faible accès au financement, les défaillances du marché, l'insécurité sont autant de facteurs défavorables à l'investissement privé. Enfin, la gestion de l'investissement public constatée au sein même de l'UEMOA ou dans le champ restreint de l'UEMOA est reconnue comme trop faible. Et plusieurs faits patents sont révélateurs de cette absence d'émergence. On note une légère amélioration au niveau du taux de pauvreté. Il se situe aujourd'hui dans une fourchette entre 41,4% et 41,7%, mais au regard du croît démographique, le nombre de pauvres au Sénégal augmente. Cette pauvreté qui s'accroît est confortée par l'existence de la faim dans notre pays. Je rappelle le communiqué du Conseil national de sécurité alimentaire du 18 mai 2018 qui a renseigné sur un programme de lutte contre la faim dans 6 départements du Sénégal et pour sauver près de 400 000 unités de bétail dans 10 autres. Ce plan d'urgence avait été fixé à 11 milliards de francs CFA. Il a été approuvé par le Premier ministre lui-même. L'augmentation de la population urbaine par exode rural est signe d'une fuite de la pauvreté croissante des campagnes, lorsque le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie était retenu comme support essentiel de la construction de l'émergence. Le drame de l'émigration prouve que ni emploi, ni revenus ne retiennent les fils du Sénégal dans leur pays. Ces faits, ces constats prouvent qu'il n'y a nullement amélioration significative des conditions de vie des populations, c'est leur appauvrissement continu qui est constaté. Pourquoi ? Au regard de ce diagnostic global, je retiens pour ma part, comme cause de cet échec de début d'entrée en émergence, une priorité donnée au tout politique, à la volonté de rester au pouvoir le plus longtemps possible, et cela a commencé par 2 années de rallonge, ajoutées à une promesse forte de campagne et de début de mandat. Cette volonté a dégradé la gouvernance dont le Sénégal avait besoin comme nécessaire à la construction d'une émergence. Elle est responsable de la mise en œuvre d'une stratégie de contrôle
et de mise aux ordres du pouvoir législatif et judiciaire, d'une administration caporalisée et inféodée au pouvoir, au parti dominant, d'une décentralisation absente dans les faits, malgré un acte 3 qui apparaît aujourd'hui comme un joujou qui était plutôt destiné à créer des responsabilités, souvent sans objet, mais fortement politiques. Or, le rapport récent du World Economic Forum, constatant la dernière place mondiale de l'Afrique subsaharienne dans le classement des régions les plus compétitives, indexe la faiblesse des institutions et des politiques publiques comme responsables de ces faibles scores. Une incompétence à mettre en œuvre le PSE. En particulier, ces réformes constituant des prérequis, comme on a pu le relever, et les plans d'action sectoriels en rapport avec les objectifs à atteindre. La recherche de performances statistiques par mensonge et manipulation, plutôt que la quête de résultats de mieux-être perceptibles et vécus par les populations. Et donc, l'accumulation des ingrédients d'une explosion sociale avec une tension politique entretenue et aggravée qui pourrait servir de mèche alors que toute émergence a besoin de consensus et de paix politique et sociale. Un futur de progrès et donc de paix est toutefois possible. Il se nourrirait en partie de la future exploitation du pétrole et du gaz, qui devrait bientôt démarrer. Mais, sauf à changer de direction et de priorité, l'avenir pourrait être bien plus sombre qu'on ne le pense. Il appartient, dans l'urgence, aux politiques de se protéger contre les conséquences du désespoir, du chaos en route, d'une jeunesse écœurée et révoltée par des alternances qui se suivent et se ressemblent, des alternances qui aggravent leurs conditions de vie et leur futur. Commençons par changer la mesure de notre entrée en émergence ou en développement accéléré. Plutôt que ce PIB manipulable et manipulé, retenons de l'apprécier par statistiques justes du nombre de pauvres chaque année sortis de la pauvreté et par le suivi des indicateurs d'inclusion sociale, par l'éducation, par la réduction de la malnutrition, par la réduction des taux d'insécurité alimentaire, par l'inclusion grâce à l'accès à la santé, par celui aux accès essentiels, aux services essentiels. C'est le sens qu'il faut donner au programme présenté par l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, qui assigne comme priorité à notre économie de d'abord être en mesure, par l'agriculture, d'éradiquer la faim au Sénégal et de faire reculer de manière significative la pauvreté dans les zones rurales. Aussi de pouvoir nourrir les centres urbains par des produits du terroir dont les prix auront baissé grâce à l'accroissement des rendements agricoles. Par la mutation de l'artisanat en semi-manufacture, puis en manufacture, combattre la pauvreté dans les villes et de porter la mutation structurelle de l'économie en donnant au secteur secondaire une importance croissante dans la formation de notre PIB et la faire contribuer aux exportations. Par la recherche systématique de valorisation locale de nos productions minières, on parviendra ainsi à créer de l'emploi et de la croissance. Les nouvelles directions à emprunter reposeraient également sur la prise de conscience que la petite taille caractérise l'économie sénégalaise, les TPE, les PME, l'informel. La croissance doit être créée dans ces secteurs en se donnant les capacités d'y améliorer la compétitivité par la formation, l'organisation des productions par mutualisation, la baisse du coût de l'énergie, l'ouverture de l'accès à la commande publique. L'acte propose aussi de substituer à la logique de grands projets celle de grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre, pour notamment combler le gap en infrastructures de transport et logistique, le développement du rail par exemple. Le grand projet, il est retenu pour satisfaire l'ego d'un chef ou pour susciter un, je cite,
Il est en train de travailler, donnons-lui un second mandat. Fin de citation, de la part de certains électeurs. C'est le sens qu'il convient de donner à toutes ces inaugurations organisées à la veille des élections. Même le pont sur la Gambie devient une réalisation de notre grand timonier. Mais le grand projet repose sur l'endettement accéléré du pays et donc le sacrifice des générations futures, sur le choix de technologies qui écartent des marchés nos entreprises nationales et par voie de conséquence sur la restriction des marges de manœuvre budgétaires et l'éviction de notre secteur privé national. L'acte propose d'adapter l'accès au financement aux besoins des petites structures de production, celles des groupements de femmes, des métiers avec cautionnement mutuel, par le partenariat public-privé repensé à petite échelle, en sollicitant d'ailleurs à cet égard la diaspora, avec retour sur investissement, parce qu'ils envoient beaucoup d'argent, ils font des investissements à caractère social, mais on peut concevoir de l'investissement avec retour sur investissement. Par le partenariat public-privé, le PPP de plus grande envergure, mais amélioré comme solution aux contraintes à la poursuite d'un endettement extérieur dont les marges ont été épuisées par le régime de Macky Sall. L'acte propose d'entrer résolument dans une démarche visant à combattre la pauvreté par le travail et la création de valeur à la base, plutôt que par le recours à l'aide sociale ayant pour objectif d'entretenir une clientèle politique à l'instar des bourses familiales. Et la gouvernance, par la réduction du pouvoir présidentiel, par le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale redevenue Chambre des citoyens, par un système de vote révisé, par la construction de l'indépendance de la justice. L'acte propose de réduire également la toute-puissance de l'État hyper centralisateur par l'élection de maires au suffrage universel, la création de pôles territoriaux, de conseils économiques, sociaux et environnementaux rattachés au territoire, avec la suppression du Conseil économique, social et environnemental actuel et du HCCT, enfin par des dotations accrues aux collectivités pour couvrir les dépenses d'investissement décidées au niveau des territoires. Mais de tels choix ne sont possibles que dans le cadre d'une politique autrement, en substitution à la politique comme métier, à la politique professionnelle, à la politique politicienne. Elle est celle proposée par l'acte, la politique comme sacerdoce au service de la patrie et du peuple du Sénégal. Voyez-vous, l'heure n'est plus au choix idéologique. Au Sénégal, ces derniers ont d'ailleurs perdu leur sens lorsque des alliances et autres coalitions hétéroclites, constituées de la gauche à la droite, ne se donnent comme objectif que le partage des institutions et des ressources de la nation. Il est l'heure de donner de l'espoir aux populations, et plus particulièrement à notre jeunesse, par l'amélioration de ses conditions de vie et d'accès aux services essentiels. Il faut organiser et permettre le gain de revenus, même modeste, pour pouvoir y accéder. Il faut instaurer un système de justice en refusant l'accaparement des richesses du pays par une famille ou un clan et imposer une justice égale pour tous. Les options retenues comme celle du régime en place doivent donc être rejetées et une œuvre de reconstruction engagée. Elle commence par un retour aux valeurs qui fondent les civilisations durables, le travail, la justice et l'éthique. Le régime en place constate aujourd'hui son échec, celui de son propre plan d'émergence. Il a créé une bulle pour se tirer d'affaire. La bulle en économie a un sens et une rationalité. C'est une création de valeur par la spéculation ou les anticipations, par des comportements détachés de l'économie réelle. Elle finit toujours par se dégonfler. Dans le cas du Sénégal, le régime en place a inventé ce qu'on pourrait appeler la bulle par le faux. La rationalité qui a conduit à l'attribution de permis miniers à Petrotim,
est la même que celle qui crée de la prétendue richesse. Il faut craindre que cette bulle sénégalaise explose plutôt qu'elle ne se dégonfle, car on ne joue pas, enfermé dans une tour d'ivoire avec la misère et la détresse des hommes. Face à l'urgence, la solution est l'alternance de rupture véritable en 2019 par un personnel politique nouveau. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour